Euh, alors, comme vous le savez, pour la grande majorité d'entre vous, je ne suis pas professeur, je suis un élève. J'ai eu besoin de faire une mise à jour au niveau des connaissances et des savoirs et des techniques juridiques. J'ai une maîtrise en innovation, entreprise, société à Paris-Saclay et une licence très ancienne à Assas Paris 2, mais pas que droit, mélangé de l'économie, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui équivalait à l'époque à 2 licences. Et comme ce n'était pas que du droit, il a fallu que je me remette les compteurs à zéro au niveau des connaissances juridiques, ce qui n'est pas un mal. Alors pourquoi j'ai repris ces études à mon âge? C'est parce qu'en fait, je me suis promené en France en 2020-2021, à temps perdu, et j'ai rencontré Jean-Luc Filzer, ici présent en image, tac, voilà, qui est un Alsacien habitant dans le 7, à hauteur de un peu plus au-dessus de Colmar, à Plaine. Et il m'a fait découvrir, alors on se connaît depuis 4 ans, et ce sur quoi il s'est penché, ça fait donc maintenant 14 ans qu'il est dessus. Et il va vous expliquer pourquoi il en est arrivé à découvrir tout ce que je vais vous expliquer et présenter pendant cette conférence. Et ça m'a paru si important et si grave, vu ce que ça révèle, qu'il me paraissait nécessaire d'investir beaucoup de temps et beaucoup d'années à venir sur cette question du droit alsacien, qui, vous allez le comprendre tout à l'heure, n'est pas qu'un droit purement local, c'est même un abus de langage à l'appeler local, c'est un droit spécial, qui plus est germanique et non pas français. Avant de donner la parole à Jean-Luc, je précise aussi deux, trois petits points. Tout ce que l'on va dire, bonsoir, tout ce qui va être dit dans cette conférence est sourcé. Ce n'est pas des affirmations gratuites, ou quand c'est une question, il y aura une interrogation qui sera posée, mais toujours quand même avec des éléments tangibles et disponibles. Alors, soit, si on s'intéresse au sujet, on refait 14 ans de recherche, soit on s'adresse à Jean-Luc et à moi et on vous donne à disposition toutes les sources que vous n'aurez pas du tout besoin d'aller chercher et que même ChatGPT ne pourrait pas trouver. On va procéder en trois moments. Un premier, c'est une fresque historique. Ensuite, je vais donner une application particulière qui est en lien avec le dossier de Jean-Luc qui va vous expliquer ce qui lui est arrivé. Et ensuite, on passera aux questions avec le micro pour que Jean-Luc puisse vous entendre avec le système sonore. Voilà, Jean-Luc, je te laisse la parole pour te présenter et dire ce qui t'a amené à déterrer ce trésor de guerre. Bien, bonsoir. Je m'appelle donc Jean-Luc Filzer. Je vais sur ma 70e année. Et au départ, il y a 14 années en arrière, je suis victime de ce que j'appelle une escroquerie et l'héritage. Alors, compte tenu de mon parcours professionnel et de mes connaissances en droit, j'étais un peu présomptueux, mais j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Alors, mon parcours professionnel est celui d'un assureur qui m'a donné mes premiers rudiments juridiques dans les droits du contrat. Puis, en 1998, j'ai créé un cabinet de consulting dans les marchés publics et l'assurance, puisque les collectivités territoriales étaient alors obligées de soumettre leur achat d'assurance, de les soumettre aux procédures de marché public. Alors ma clientèle a été variée et très importante, avec des comptes très importants, et finalement, tout au long de ma carrière, tant d'assureur que dans le consulting, ce sont les autres qui m'ont appris quelque chose. Ils m'ont tout appris. Dans l'exercice de ma profession de consultant, où j'avais affaire aux directeurs juridiques, les directeurs financiers, les directeurs généraux des services, etc., etc. Donc, à force de côtoyer ces personnes, j'ai été formé, j'ai acquis un raisonnement juridique qui m'a permis d'enquêter sur le droit local alsacien-mosellان.
Ok, merci. Alors, je ne suis pas encore au point au niveau de la technique. Alors, partie historique de notre exposé. Donc, ça va être sous forme de graphisme et d'explication de texte avec quelques photos écran que vous allez voir. Alors, c'est une chronologie en bande. Vous allez trouver la France, l'Alsace et Prusse-Allemagne, on va dire, parce que ça a beaucoup évolué depuis les 150 ans, avec des graphismes qui représentent soit la Constitution en barre pleine, ce qui est ici, là. Ensuite, en barre hachurée, ça représentera le corpus de loi rattaché à telle ou telle Constitution. Et ensuite, le grand cadre noir que vous allez voir apparaître représente dans quel giron constitutionnel se trouve l'Alsace à tel ou tel moment de son histoire, puisque ça a bougé plusieurs fois. Donc on commencera simplement en 1852. C'est la naissance du Second Empire, après un coup d'État. Et l'Alsace, alors on dit Lorraine, mais c'est devenu ensuite l'Alsace-Moselle, parce que certains départements n'ont pas été inclus dans le processus, surtout après-guerre. Et fait partie rattachée à la France depuis la fin de la guerre de 30 ans. C'était un processus sur plusieurs années et qui a été complètement achevé en 1697. Donc l'Alsace était en pleine dépendance de la France. Alors, on l'a mis en doublon pour qu'on voit la trace constitutionnelle, mais il n'y avait pas de constitution, bien sûr, il n'y en avait qu'une seule, celle du Second Empire. Pourquoi ça avance plus là? Un blocage. Excusez-moi. Ah, ça y est. Ensuite, en 1871, après avoir déclaré la guerre à la Prusse pour des raisons de succession et de couronne, la France perd la guerre contre l'Empire prussien à l'époque. Et au même moment, à la fin de cette guerre, naît le Premier Reich, enfin, disons le Premier Reich moderne. Il y en a eu un autre préalablement, mais ça, je vais vous épargner le truc. Et les lois françaises que les Allemands souhaitaient conserver deviennent des lois allemandes, dont les lois concordataires de 1802, avec le lien entre l'Église et l'État que Napoléon Ier avait instauré, et qui sont toujours en vigueur au XXIe siècle. Au même moment, les Allemands quittaient dans un siècle très prolifique au niveau juridique, parce qu'ils avaient beaucoup de réflexions de se demander est-ce qu'ils restaient en confédération, est-ce qu'ils venaient en fédération. La trentaine d'universités de droit et de juristes en Allemagne et en Prusse étaient extrêmement prolifiques et ils ont pu concevoir le code civil allemand qui est toujours quasiment le même. Bon, les formes sont plus tout à fait les mêmes phrases, mais ça n'a pas tellement bougé, ça a même bien résisté à la période nazie. Alors, tout n'est pas mis en œuvre tout de suite, mais les lois associatives, notamment, vont apparaître que 30 ans plus tard. Donc, c'est un processus de mise en place très long, très patient, mais très construit. Et donc, en 1875, sachant que la genèse a eu lieu pendant la fin de la guerre contre la Prusse en 1871, vous avez la naissance de la Troisième République française, qui a la particularité d'invoquer aucun droit, principe fondamentaux, ce sont juste des lois constitutionnelles qui sont purement mécaniques, on va dire. Donc en 1900 se met en route le système associatif du côté de l'Allemagne, de l'Empire du Reich allemand, plus précisément. Et en 1901, vous avez donc les associations en France, la loi sur les associations, qui ne s'appliquera pas en Alsace, même encore aujourd'hui. Et de la même façon, vu que l'Alsace ne fait pas partie de la France et ne dépend plus de son corpus ni de sa constitution, lorsqu'il y a la séparation de l'Église et de l'État en France en 1905, l'Alsace n'est pas concernée. Et on va voir pourquoi elle ne le sera jamais. En 1911, juste avant la Première Guerre mondiale, l'Alsace se dote d'une constitution, mais elle n'est pas un État pour autant, donc elle restera comme une province du pouvoir central à Berlin. Mais la Constitution, dans un système fédéral, est efficace, est effectif, donc vous avez des lois, on va dire, nationales, du Reich et de la Constitution principale, et des lois spécifiques, locales, on va dire, de l'Alsace depuis 1911. Et ces constitutions n'ont jamais été abrogées, on va voir pourquoi après. À la sortie de la Première Guerre mondiale, en 1919, l'empereur a abdiqué, mais le Premier Reich existe toujours.
Sa constitution est toujours en vigueur, mais n'a plus que l'Alsace-Moselle comme territoire, puisque de son côté, l'Allemagne va adopter une nouvelle constitution, c'est-à-dire celle du Deuxième Reich, qu'on appelle plus communément la République de Weimar. La première république depuis 1848, lorsqu'il y a eu la Révolution allemande. Alors, quelques rappels de règles de la guerre, c'est du droit international public, ça doit en intéresser certains ici, certaines. Donc, il faut voir que quand on fait la guerre, il y a des règles à respecter en matière de souveraineté, d'acquisition du territoire, etc. Et tant qu'on n'a pas signé un traité de paix, les forces armées, donc ça c'est la première étape, ne font que administrer le territoire. Elles ne vont pas tout toucher aux lois en vigueur. Ça c'est la deuxième condition. Pour pouvoir commencer à toucher les lois en vigueur et modifier les règles du jeu, il faut absolument un traité de paix signé en bonne et due forme, avec des signatures plénipotentiaires. Lorsque ce n'est pas le chef d'État qui signe lui-même le traité, il peut confier ça à des personnes, mais avec un mandat bien en forme qui explique que la personne est vraiment habilitée à le faire. J'insiste beaucoup sur ce point parce que vous allez voir le lien avec le traité de Versailles. Ensuite, il faut que ces textes soient publiés auprès de la population concernée. Et enfin, il faut soit un plébiscite référendum, soit une adoption du Parlement en fonction des règles de droit interne qui ratifient le traité en dernière étape. Or, en 1919, avec le traité de Versailles, eh bien, de nombreux pays ont officieusement signé le traité, mais leurs ratifications n'auront eu aucune valeur puisque les mandats plénipotentiaires étaient inexistants. Et assez bizarrement, il en va ainsi de la France et de l'Allemagne. Donc là, vous avez quelques exemples et d'extraits du traité de Versailles. Vous avez de bons élèves qui avaient soit leur chef de l'État, soit des mandats plénipotentiaires. Et on voit dans la zone France-Allemagne qu'en fait, ni le chef de l'État, à l'époque c'était Poincaré, non pas Clémenceau. Alors Clémenceau, c'était l'équivalent du Premier ministre d'aujourd'hui, ni de mandat plénipotentiaire. Or, le dernier article du traité, l'article 440, précise bien, dans cette partie-là, que pour que le traité s'applique, il faut qu'il soit signé par des plénipotentiaires ou des chefs d'État. Sinon, c'est un contrat privé entre les personnes qui signent à titre personnel. Ce n'est pas un traité valable entre les États publics. Il est à noter que ce traité de Versailles non seulement définit le sort de l'Alsace-Lorraine, mais aussi la Pologne et la principauté de Monaco. Et vous remarquerez que les drapeaux sont assez voisins. Il y a un lien historique approfondi qui mériterait d'être creusé. En tout cas, celui qui est le plus connu, c'est que la principauté de Monaco, le prince de Monaco, a des titres en Alsace. Et une fois par an, il vient faire une petite visite en Alsace pour montrer qu'il a toujours un lien avec lui. Ça rame. Pourquoi ça rame? Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure d'un plébiscite ou bien d'une votation par le Parlement. Raymond Poincaré, abusivement, président de la République à l'époque, arrive à Strasbourg le 9 décembre 1918. Et comme il est acclamé par la rue, il considère que c'est un plébiscite. Alors, un plébiscite, c'est Napoléon III qui l'avait vraiment formalisé en 1860 pour la rétrocession de la Savoie et l'Haute-Savoie. Même si le vote peut être truqué ou autre, ça se fait par vote avec des urnes et non pas avec des acclamations, d'autant plus que les Strasbourgeois ne sont pas tous les Alsaciens mosellans. Alors, je disais qu'on a le régime du Reich qui existe toujours malgré l'application de l'empereur, le Kaiser, et on en a deux preuves historiques, on en a même une troisième d'ailleurs qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque la Cour constitutionnelle allemande confirme en 1973 et en 1987 que le Reich allemand de 1871 existe toujours. Donc là, vous avez l'extrait de 1973, c'était lorsqu'on se demandait comment on faisait la différence entre la RFA et la RDA quand l'Allemagne était partagée en deux. Et vous avez au milieu de la décision Das Österreich existiert fort, ça veut dire que le Reich allemand existe toujours. Et en 1987, alors je vous épargnerai, bien que je parle allemand, la lecture de cette longue phrase, qui est au cœur, mais la traduction, c'est qu'en fait, c'est une personne qui cherchait à se connaître sa carte d'identité, si elle était rattachée avec la RFA et la RDA. Et le juge constitutionnel précise qu'il est incontestable que le requérant
ne remplissent pas les conditions requises pour acquérir la nationalité allemande conformément à la loi sur le Reich et sur la nationalité. Il y a plein de passages dans cette décision qui confirment que le Reich et ses lois existent toujours et sont toujours en vigueur. Donc, contrairement aux Allemands qui, en 1871, même avec un coup de force quand même, parce qu'ils n'avaient pas consulté les Alsaciens à l'époque, aient pu faire tout ce qu'il fallait pour intégrer les lois qu'ils souhaitaient dans leur nouvelle constitution, la France est bloquée. Vous le comprenez assez facilement, et elle ne peut pas écraser la constitution allemande, puisque le traité de Versailles n'est pas fait en modèle uniforme, et qu'en plus, il n'y a pas de consultation de la population. Donc, et en plus, donc, la constitution Alsace-Lorraine de 1911 précise dans ses titres 1 et 2, et notamment 3, qu'elle ne pourra être abrogée ou modifiée que par une loi d'empire. Donc, comme il n'y a plus de chef d'État, il n'y a plus de loi possible, elle ne peut pas être non plus abrogée ou modifiée du fait qu'il n'y ait plus personne pour commander l'avion, en fait. Ensuite, donc, comme on ne peut pas modifier le champ constitutionnel, la France va adopter 2 lois en juin 1924, donc le 1er juin 1924, ça fera 100 ans cette année, qui explicitent l'arrivée des lois françaises en Alsace, sans abroger celles qui existent et en supplantant abusivement certaines. Et le rédacteur de ce texte, c'est Robert Schuman, celui qu'on appelle le père de l'Europe, qui est un avocat alsacien au Luxembourg, et qui a donc été beaucoup déchiré entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg, à s'y chercher. Donc cette loi, il y a 2 lois, une loi commerciale, mais celle qui nous intéresse le plus, c'est la loi civile du 1er juin 1924. Elle réintroduit le droit français, sauf dans des domaines précis, le culte, la chasse, les associations, tout ce qui est foncier, notariat, héritage et transmission, protection sociale, ils ont ce qu'on appelle leur mutuelle, et droit du travail. Par contre, Robert Schuman a imposé le fait qu'aucune des traductions nécessaires lorsque vous avez un litige en application de ces différents domaines de droit ne sera valable, alors qu'on en a besoin puisque les textes sont écrits en allemand. Et pour autant, la loi précise que le juge français qui n'est pas compétent, puisqu'il ne peut pas lire l'allemand et le traduire, eh bien, il devra quand même prendre une décision, il sera souverain dans sa décision. Et le plus flagrant, le plus surprenant, c'est que ces lois étaient prévues pour être provisoires et elles ont été renouvelées tous les 10 ans depuis un siècle. On peut se poser des questions du pourquoi le maintien d'une telle situation. Le législateur de 1924 ne pouvait ignorer que les traductions officielles côté français avaient été produites, puisque en 1908, il y a eu création au sein du ministère de la Justice, l'Office de législation étrangère et de droit international, qui, en 1909, a publié un certain nombre de traductions officielles, mais que reconnues du côté français, d'autant plus qu'à cette époque-là, l'Alsace-Moselle ne faisait plus partie de la France. Mais en 1924, quand l'Alsace-Lorraine est revenue dans le giron français, on pouvait éventuellement envisager de tenir compte de ces traductions qui venaient du gouvernement français, et elles n'ont pas été prises en compte en 1924. Et la situation perdure puisqu'en 2013, sous le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui était aussi professeur agrégé d'allemand, donc on peut supposer qu'il savait de quoi il en était ressort, a voulu officialiser une traduction assez similaire de 1909, mais juste à titre indicatif et dans les registres administratifs, ce qui confirme le fait que les textes ne peuvent pas être reconnus en traduction. Le plus scandaleux, c'est qu'en 1919, je reviens tout petit peu en arrière, au moment de la signature du traité de Versailles, le même jour est traité et signé un arrangement qui confie l'administration et le fonctionnement judiciaire de l'Alsace-Moselle à l'Allemagne, qui venait de perdre la guerre. On en a la preuve dans ce document assez rare que très peu connaissent, qui donc a été paru en plus que le 11 janvier 1920, c'est-à-dire 6 mois plus tard. On faudrait réveiller les morts pour leur demander pourquoi ils ont fait tout ça. Pourquoi ils ramènent de temps en temps celui-là? Ah, ok, voilà. Alors, pour les juristes à proprement parler, comment ça fonctionne? Tant qu'il n'y a pas de litige dans l'Alsace-Moselle, ce sont les lois françaises qui s'appliquent. Mais si un litige naît dans un des domaines que j'ai évoqués tout à l'heure, le culte, les successions, la chasse, les associations, etc., à ce moment-là, on va appliquer le droit allemand qui est dans les textes allemands.
de l'Alsace-Moselle. Selon la loi du 25 juillet 1923, donc c'est un an avant les lois Schuman, l'article 15, alinéa 2, précise que s'il y a litige et nécessité de se référer au droit allemand de la région, la décision de justice du tribunal français en Alsace est valable, même si le juge ne connaît pas le droit allemand de référence nécessaire à la décision. Cette loi de 1923 abroge aussi un décret de 1918 qui prescrivait la présence de juges gradués en droit local, puisqu'à l'époque, il y avait des juristes officiellement diplômés dans ce droit qui pouvaient intervenir dans les procès, dans les litiges, mais ça a été rendu impossible par la loi du 25 juillet 1923, dont vous avez l'extrait ici. Donc tout est fait pour verrouiller et empêcher d'avoir des procès équitables et justes. Je n'ai pas un but beaucoup et pourtant il me pose problème. Voilà. Parallèlement aussi, il y a eu la disparition programmée de l'enseignement du droit germanique, qui aurait été quand même bien utile. Donc à la sortie de la guerre, l'enseignement du droit germanique spécifique à l'Alsace-Moselle connaissait un réel succès après 1919 à l'Université de Strasbourg. Il y a eu un projet de créer un institut de droit comparé et d'économie comparée qui était en préparation. Et le décret à cet effet n'a jamais été publié, promulgué. On le voit ici, l'arrêté qui est ici, arrêté portant sur le règlement de l'Institut du droit comparé, non publié. Donc en 1923, le droit, la formation et la graduation au droit nécessaire pour les problèmes juridiques dans l'Alsace-Moselle est aussi bloquée. Tous ces textes existent encore, bien sûr, puisqu'ils sont consultés. Ils sont stockés à Berlin, dans les archives de Berlin. Ils sont écrits en allemand et en gothique en plus. Et il faut savoir lire les deux. Dans le Reichsgesetzblatt, c'est donc, alors Blatt, c'est pas journal, c'est feuille, mais on peut l'appeler journal comme nous, le journal officiel. Donc c'est le journal officiel du Reich, et le Gesetzblatt für Elsass-Lothringen. Donc c'est le journal des lois spécifiques à l'Alsace-Lorraine. En 1940, comme l'Alsace dépend directement de Berlin, rappelez-vous 1919 avec l'arrangement, et que Hitler à ce moment-là avait plein pouvoir, il les a donc automatiquement et directement sur l'Alsace. Ces troupes arrivent sans aucune violence ni résistance. Il revient à la maison tout simplement. Il n'y aura pas eu de qualification d'invasion, d'annexion ou de réannexion, ce n'était pas à l'ordre du jour dans leurs propos. Donc il y a un problème aussi de communication auprès de la population des textes officieux, puisque depuis 1971, à côté du registre du droit du Reich et celle de l'Alsace-Lorraine, devenue constitutionnelle à partir de 1911, en France, à partir de 1919, la France a créé sans aucune valeur légale ou constitutionnelle envers la population ce qu'ils appelaient le BOAL, donc Bulletin officiel Alsace-Lorraine, qui lui n'est qu'un recueil administratif interne. Les deux journaux officiels qui permettraient d'informer officiellement et juridiquement en droit public la population locale, c'était donc les textes allemands. S'ils avaient pu être utilisés, il en serait allé ainsi pour la fin de la guerre, dans son armistice, le traité de Versailles et l'arrangement, l'organisation d'un plébiscite, le résultat du plébiscite, l'introduction du droit français. Bref, tout ce qui s'est passé depuis 1919 aurait dû être édité et diffusé dans ces registres, et ça n'a pas été fait. Et le plus scandaleux presque, c'est que ça n'a même pas été fait dans le bulletin officiel français qui n'avait même pas de valeur. Donc la population est maintenue officiellement dans l'ignorance et juridiquement, les actes sont de facto non opposables puisque non officiels pour la population locale. Jean-Luc, tu es toujours là? Je suis toujours là et j'écoute avec attention. D'accord, parce que comme je ne vois pas l'écran, je ne pourrais pas savoir si tu étais... Moi, je suis toujours là. Merci. Du fait des pleins pouvoirs accordés à Hitler, la constitution de Weimar étant toujours en vigueur, mais elle n'aura plus bien évidemment d'effet, elle sera abrogée en 1945. En février 1943, c'est la troisième preuve historique, mais avant la Cour constitutionnelle allemande, le Gauleiter, c'est le gouverneur Robert Wagner qui s'occupe de l'Alsace et de la Moselle, opère une réforme constitutionnelle de la constitution du Reich appliquée à l'Alsace-Moselle. Et il va faire entrer un bloc de textes, de règles et de lois nazis
que nous n'avons pas encore décodées et qui sont effectives en Alsace-Moselle. D'autant plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la difficulté, c'est que même si Hitler a mis un terme aux lettres gothiques, à ce moment-là, ils utilisaient encore une partie du texte gothique, l'écriture gothique, ce qui complique encore plus la tâche sur un pavé qui va sans doute révéler encore de nouvelles choses que l'on n'est pas, on ne sait pas à l'heure actuelle. On n'est pas loin, on n'est pas au bout de nos surprises. En 1945, on retourne à la situation de 1900 d'avant-guerre. Les Allemands n'ont pas de constitution, mais une loi fondamentale écrite par les Alliés vainqueurs en 1945. Ça a été rappelé plusieurs fois dans une de la 1987, où en fait le tribunal constitutionnel de la République allemande explique à plusieurs reprises que du fait de la loi fondamentale, la Grundgesetz, imposée par les Alliés et l'absence de constitution allemande, de leur façon, justifie le maintien des lois du Reich et l'existence même du Reich. Donc, depuis 1945, malgré la Ve République de 1958, l'Alsace applique de fait un droit donc putatif, et vous voyez que se cumulent, alors on oublie la zone jaune qui est allemande, mais les lois françaises, les lois d'Alsace, et les droits nazis qui sont encore une nébuleuse inconnue et qui mériterait des recherches. Tout ça aurait pu être régularisé dès 1944 avec l'introduction dans la Constitution de 1946, tout comme ils auraient pu le faire en 1958, un article précisant que la France a une seule constitution pour l'ensemble de son territoire. En participant au référendum de ratification de la nouvelle constitution, quel qu'aurait été le résultat en Alsace-Moselle, du simple fait de participer à celui-ci et d'adopter cet article dans la Constitution, aurait abrogé automatiquement les anciennes constitutions allemandes. Au lieu de cela, le juge constitutionnel utilise le PFRLR, principe fondamental reconnu par les lois de la République, dont la première apparition fut dans la loi de finances de 1931, article 91, pour caractériser la liberté d'accès à l'enseignement secondaire public qui à l'époque était payant. Et cette notion fut reprise comme compromis de PFLR avec les députés du mouvement républicain populaire, le MRP, sous la 4e République, sachant que le MRP est un mouvement démocrate chrétien très implanté et influent en Alsace-Moselle, auquel appartenaient Robert Schuman, Jean Monnet et Pierre Flinlin. Flinlin, ça a été le premier président du Parlement européen qui faisait des louanges du système hitlérien avant la guerre, au passage. Petit rappel pour finir. Donc, vous vous rappelez l'histoire de conditions pour les droits de la guerre, avec l'obligation d'avoir un traité, de diffuser l'information officiellement à la population, et ensuite de le ratifier en bonne et due forme. Quel est le traité de paix de 1945? Il n'y en a pas eu. Quel est le plébiscite référendum en 1945 en Alsace-Moselle? Il n'y en a pas eu. Quel registre officiel de parution des lois, ordonnances et décrets de l'Alsace-Moselle utilisé? Ils ne s'en sont pas servis. Et en plus, il y a eu deux ordonnances en 1944, alors que tout le territoire français était sous le régime nazi. Eh bien, il y a eu un distinguo entre ce qu'on appelle la vieille France et l'Alsace-Moselle. Et ce qui est une reconnaissance quelque part tacite, qu'il y a deux régimes constitutionnels différents et qu'il faut adopter de deux façons différentes le même retour au régime républicain. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est que pour être valable en Alsace-Moselle, il faut que l'ordonnance soit publiée dans le registre en vigueur. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il n'y en a pas, enfin il ne s'en sert pas, il est plus effectif. Et pour autant, par application du droit de la guerre, le gouvernement provisoire du général de Gaulle n'avait toujours pas autorité juridique. Donc il ne pouvait pas se permettre d'éditer une ordonnance, donc une loi, puisqu'il n'y a pas eu le processus normal d'annexion selon le droit de la guerre. Ce qui est en plus très surprenant, puisque le général de Gaulle était quand même un militaire, donc il connaissait toutes ces règles-là. Le seul registre officiel encore en vigueur aux yeux des Alsaciens-Mosellans à cette époque-là, constitutionnellement valable, c'est le Verhandlungsblatt. Alors, c'est les anciens journaux officiels de la région qui ont été transformés par le gouverneur nazi, puisque comme il y avait plein de pouvoirs, il n'y avait plus de système juridique classique, il a fallu l'appeler autrement. Je vous confirme que les Allemands ont quand même une certaine rigueur juridique et ça
apporte encore beaucoup d'importance à la discipline du droit. Mais ça aurait été embarrassant, même pour le gouvernement provisoire, de devoir utiliser ce registre, puisque ça aurait induit de devoir reconnaître la situation de 1919 qui n'a jamais été régularisée. Voilà, c'est fini pour la première partie. C'était pour la partie historique. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter pour... alors ça, je vais vous montrer ça. Alors, je voudrais apporter une précision, si tu permets. Oui, vas-y, je prépare l'autre. C'est que le traité de Versailles a été signé par, je vais dire, les pseudo-potentiels de l'Allemagne. Or, l'Allemagne n'est pas un pays reconnu par la communauté internationale, puisque depuis 1871, en fonction de la constitution allemande, du 16 avril 1871, le seul État qui existe, c'est le Reich allemand. Donc, en 1918, pour l'armistice, et en 1919, pour le traité de Versailles, l'Allemagne ne pouvait pas signer. Et vous pouvez vérifier que l'Allemagne est une partie au traité de Versailles. Alors, dans la subtilité aussi, c'est qu'en 1871, donc ce qu'il faut pour comprendre l'enjeu juridico-historique de ces signatures de droit international privé ou public, c'est que les signataires, ce ne sont pas non plus n'importe qui, ce sont, on pourrait dire, des descendants nobles de cette région qui ont tout perdu avec les spoliations de 1789. Parce qu'en 1789, l'Alsace-Lorraine avait beau être française, il y avait quand même des nobles et d'origine allemande, d'origine prussienne. Et leurs dignitaires descendants, on va dire, des militaires, et les militaires étaient des nobles, les généraux, les commandants, etc., comme en France d'ailleurs, c'est eux qui sont allés signer le traité de Francfort en 1871, et c'est leurs successeurs qui ont signé aussi celui de Versailles. Donc, en plus, en 1871, il était bien marqué qu'était transféré aux signataires, donc pas au Reich allemand, la propriété et la souveraineté de l'Alsace-Lorraine. Et en 1919, tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier dans les traités, ils sont à disposition sur Internet. Dans le traité de Versailles, il n'est précisé que du transfert de souveraineté, c'est-à-dire qu'on ne rend pas la propriété de l'Alsace-Moselle en France, et c'est marqué noir sur blanc dans les 3-4 articles qui concernent cette région. Alors, deuxième exposé assez plus pointu, donc ça va rejoindre la situation de Jean-Luc, vous aurez compris qu'il est... Oui. Tu m'entends? Je t'entends très bien, oui. Donc, je disais que ce qui a fait découvrir Jean-Luc tout ça, c'est que son héritage, il y a 14 ans, a été tenté d'être spolié par des règles. Et si on peut, par les règles du droit local, si on peut aborder plein de sujets, on s'est concentré uniquement sur cette question-là, qui est en fait le ver dans la pomme. Hein, c'est ce qu'on comme étant le ver dans la pomme, à savoir qu'il peut y avoir le droit local alsacien, le droit spécifique alsacien a beaucoup d'avantages, beaucoup de choses intéressantes. Il a inspiré la sécurité sociale, par exemple, de 1945. Le régime social mutualisant est extrêmement performant. Il y a beaucoup de choses intéressantes, ils ont des congés en plus, etc. Mais ce qui n'est pas dit, et on l'a découvert lors d'une première conférence en Alsace au mois de février, devant une centaine de personnes qui étaient vraiment concernées directement, c'est que ce que je vais vous expliquer là, personne n'était au courant. En fait. Donc ils nous ont remercié quand même de leur avoir mis un peu de lumière sur la situation. Donc l'arbitrage à forêt, c'est le droit local alsacien-mosellan comprend bien les avantages. Un des aspects, et non dit et peu expliqué, c'est un droit notarial, source de spoliation potentielle. Et ça représente, dans les tribunaux d'Alsace-Moselle, un dossier sur 5, 20%, ce qui n'est pas rien. Alors le plus bizarre, ou sinon scandaleux quand on est informé, c'est qu'en fait, cette procédure détaillée pour traiter les litiges, c'est dans l'annexe du Code de procédure civile français. Ça a été officialisé. Donc, cette procédure précise quoi? C'est que lorsque vous avez un litige avec un tiers sur un héritage ou un transfert d'entreprise, la procédure est secrète selon le principe du recours gracieux.
le même qu'on a en droit administratif, mais là il s'applique au droit civil et commercial. Ça se passe dans le bureau du juge, sans le procureur français, puisqu'il faut traduire les lois allemandes et appliquer les lois allemandes. Le procureur français s'en va et dit « mais moi je ne suis pas compétent pour m'occuper de ça, puisque je suis procureur des lois françaises et pas des lois allemandes ». Et avec un pouvoir exorbitant donné au notaire alsacien, qui va supplanter le juge et traiter le dossier à sa place. Vous retrouverez ça dans une thèse qui a été éditée chez LexisNexis, je vais y revenir un petit peu plus loin. Et je le relisais tout à l'heure, parce que je ne me rappelais pas de tout, mais la procédure gracieuse, la prédominance du notaire et sa substitution, rappelez-vous, le juge n'est pas compétent. Donc seul quelqu'un qui sait au moins lire le droit local, comme un notaire ou un avocat spécifique, peut s'occuper du dossier. Et les procédures qui sont mises en place en Alsace-Moselle avec l'annexe du Code de procédure civile français, eh bien, confient cette mission à un notaire. Donc vous pouvez comprendre que le recours gracieux est une procédure simplifiée, secrète et opaque. Elle n'a pas lieu dans un tribunal public, mais dans le bureau du juge et avec retrait du procureur. Les lois du 1er juin 1924 et l'annexe du Code de procédure civile font que c'est le droit notarial et foncier du Code civil allemand ensuite qui se met en place. C'est un Rubik's Cube. De par ces mêmes lois, le juge français est souverain dans sa décision, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le notaire alsacien a tout pouvoir de certification des documents, il est juge et partie, ce qui est bien évidemment contraire à la CEDH dans son article 6 quant au droit à un procès équitable. De façon assez surprenante, une association alsacienne de droit privé, dont la légalité est remise en cause, prépare les décisions des juges et présente les traductions falsifiées qui n'ont pourtant aucune valeur juridique, puisque, je vous le rappelle, la loi 1924 ne reconnaît pas les traductions. À titre d'exemple, l'original du registre foncier dans sa version papier est interdit d'accès. Il a été numérisé par une société qui se trouve à Madagascar, sachant que les Malgaches ne parlent pas allemand et encore moins l'allemand gothique. Et j'ouvre une parenthèse qui n'est pas dans l'exposé de ça, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps de Strasbourg, quand il y a eu la guerre, les Strasbourgeois ont vidé la ville, et quand les nazis sont arrivés, ils ont squatté et spolié 14 000 appartements. Il y a un monsieur qui a fait une étude là-dessus pour retrouver toutes les traces, avant que le registre foncier disparaisse. Le registre foncier, c'est l'équivalent du cadastre chez eux. Donc il n'y a pas de cadastre en Alsace-Moselle, c'est un registre foncier. Et sur les 14 000 appartements, il y en a 45% qui appartenaient à des juifs. Ce qui veut dire qu'en 1945, du fait qu'on ne pouvait plus accéder au registre foncier, on ne pouvait plus retrouver la trace à qui appartenaient les appartements. Et c'est un exemple, parmi d'autres, de la spoliation qui s'était déjà mise en place à cette époque-là. Il y a lieu de s'interroger sur la légalité actuelle même de l'annexe du Code de procédure civile français, puisqu'en fait, cette annexe n'est autre que l'abrogation d'une loi allemande de 1871 qui est transposée en droit français et traduite en droit français. Cependant, en 1919, il y a eu une loi, le 17 décembre 1919, une loi qui permettait aucune modification sur l'Alsace-Moselle, sauf à passer par des lois. Donc c'est ce qu'a fait par exemple Robert Schuman en 1924, il est passé par des lois pour dire on garde tel droit, on garde tel droit. Mais l'annexe du Code de procédure civile qui se permet d'abroger une loi germanique antérieure, c'est un décret. Donc elle est en contradiction et en parfaite illégalité avec la loi de 1919 qui posait des conditions très strictes et qui avait pourtant été respectées à l'époque, mais plus après. Si tu me permets, juste une coquille, ce n'est pas une loi du 17 décembre 1919, c'est une loi du 17 octobre 1919. D'accord, je vous corrige. Mais ça ne porte pas à conséquence. Non, ça n'a pas trop d'effet. Alors, parmi les tenants des avantages et des raisons de maintenir ce droit spécifique en Alsace-Moselle, il y a donc une association qui édite notamment un guide du droit local et qui confirme, c'est par ordre alphabétique, que l'acte authentique du notaire fait force, même si les personnes sont faibles, même si elles contestent, même si elles voulaient aller à l'encontre. Et c'est marqué de facto dans ce guide. Je vais y revenir après parce que vous verrez que la couverture est très intéressante. Donc en appliquant le code de procédure civile allemand reconnu dans la mécanique du code de l'annexe de code de procédure civile français, les titres des notaires, qu'ils doivent apporter leurs preuves dans les héritages, les successions, etc., sont certifiés conformes sur leur simple déclaration parce qu'ils ont prêté serment devant Dieu. Ils ne lèvent pas la main pour dire « je jure ». Ils prêtent serment devant Dieu, tout simplement.
Alors, le serment devant Dieu a valeur morale et légale, puisque en Alsace-Moselle, rappelez-vous, loi concordataire toujours effective, elles sont de plein droit encore en vigueur. À partir de 1940, les notaires prêtent serment à Hitler, puisqu'il avait plein pouvoir et prend tout le contrôle. Et étant donné les incertitudes sur la réintroduction de la République, comme je l'ai expliqué avec les ordonnances de 1944, un doute subsiste, on ne sait pas, on n'a pas encore pu creuser là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, sans le dire, les notaires continuent à prêter serment à Hitler ou à Dieu? On ne le sait pas. C'est une recherche qui mériterait d'être approfondie. Donc je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la loi de Robert Schuman du 1er juin 1924, la loi civile, ne permet pas de reconnaître les traductions nécessaires des textes allemands qui constituent les droits alsaciens, et elle laisse le juge français souverain mais incompétent pour connaître le droit allemand alsacien. À titre accessoire, dans le guide du droit local, alors j'ai interpellé M. Collot là-dessus, il a trouvé le passage extrêmement surprenant. En fait, ils osent dire que la CEDH n'a pas compétence en matière pénale selon le guide du droit local de l'Institut du droit local, ce qui pose la question, est-ce que les droits de l'homme s'appliquent en Alsace-Moselle? Où se trouve la CEDH? À Strasbourg. Donc, la CEDH doit traiter des questions de droits de l'homme sur un territoire où il ne s'appliquerait pas. Question. Là, on n'affirme pas trop, mais il faut quand même savoir que le guide du droit local est édité par des magistrats, des avocats, des notaires locaux. Donc ce sont des gens sérieux, ils savent ce qu'ils racontent et ce qu'ils font. Cette année, comme je vous l'ai dit, et comme vous l'avez compris, c'est les 100 ans des lois de Robert Schuman de 1924. Et les notaires se réunissent le 17 juin, sachant que les lois ont été datent du 1er juin, pas le 17 juin. Et ils ont fait un article de presse où ils précisent qu'ils s'organisent le 17 juin pour se réunir et papoter de tout ça, et que c'est un super moyen, ce droit notarial de succession, puisqu'il permet de désengager les tribunaux. Alors, pourquoi le 17 juin? Vu que les lois ont été votées le 1er juin et pas le 17, le 17 juin, c'est le jour où Pétain a capitulé devant le nazisme. Et le 1er juin, ça tombait un samedi. Ça tombe un samedi cette année. Ça aurait été plus judicieux dans la discussion avec la population et tout le monde d'avoir plus de monde un samedi qu'un lundi. Le 17 juin de cette année, c'est un lundi. On peut se poser la question si ça a été fait exprès ou pas. Alors, c'est là que ça intéresse vous qui habitez ici en Occitanie. Figurez-vous qu'il est possible que ce droit s'étende au reste de la France et à l'Europe. Dans une thèse récente, défendue devant Assas, Paris 2, on y revient, en juillet 2022, un notaire alsacien, donc sa thèse fait l'objet d'un premier volume, ce livre-là, précise qu'en fait, derrière ça dit dans le titre, de l'intérêt d'étendre certaines règles du droit civil local alsacien-mosellan à l'ensemble du territoire national. Exemple du partage judiciaire et du livre foncier. Donc ça a été défendu en juillet 2002, et il dit voilà, j'ai souligné parce que les passages sont vraiment très croustillants, culturellement très connotés, il perdure car la population qui l'applique y est très attachée, c'est un leurre. On met la carotte, mais on ne dit pas ce qui se passe derrière. Le nouveau PFRLR justifiant de déroger au principe d'égalité, il s'en vante. Cette efficience apparaît avec éclat dans plusieurs domaines, dont celui du partage judiciaire et de publicité foncière, un corpus très complet de règles régit ces deux matières. Le partage judiciaire du droit local se distingue de celui du droit général à bien des égards. Il dépend du gracieux, il repose essentiellement sur le notaire. Le contrôle du juge, bien que présent au moment clé, reste limité, donc le juge ne sert plus à rien, mais garantit l'équité entre les parties et se renforce en présence de personnes vulnérables. Donc il ne se cache même pas que ça peut être un outil de coercition. Et la publicité foncière s'opère par l'inscription de droits clairement listés par le notaire lui-même, bien sûr. Donc ça, c'est la thèse qui est parue en première édition. Il n'y a pas tout, mais la première partie. Et suite à nos actions, donc, on a créé avec Jean-Luc, Jean-Luc a créé en octobre dernier ce qu'on appelle les sentinelles citoyennes. Donc c'est une équipe de volontaires qui grossit un petit peu chaque mois. Et on a sollicité, on a commencé à titiller le gouvernement pour leur demander où en était la commission du droit local qui existe. Et suite à nos interventions, le gouvernement Attal a remis la commission au goût du jour parce qu'on a dit nous on va en faire partie.
Et alors que ça concerne le traitement des lois et des droits, eh bien, aucun parlementaire n'est prévu dans cette commission. Donc ça fait déjà pas mal de scandales là-bas. Je reviens sur le guide du droit local, vous allez comprendre le lien. Donc, si on est d'accord, la spoliation, c'est pour vous supprimer vos biens, vous n'avez plus de biens fonciers, vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus de terrain, etc. à terme. Et le guide du droit local a 2 lettres. Alors, vous voyez que on dirait que c'est l'ombre de la première lettre, mais si vous regardez bien, ce n'est pas l'ombre de la première lettre. Et c'est un T, j'en veux pour preuve, puisque vous l'avez sur la façade du théâtre d'Albi, le théâtre des Lys. Donc c'est un T, c'est le même T que sur le registre du droit local. Et quand on sépare les 2 lettres et qu'on prend le gothique, le T et le G, ce sont T et G. Et on a eu beau rechercher les abréviations de registre officiel en français, en allemand, on est tout passé au peigne fin. Et la seule correspondance qu'on a trouvée, c'est la Thule-Gesellschaft. La Thule-Gesellschaft, qu'est-ce que c'est? C'est une société secrète qui était pour l'antisémitisme, pour la race supérieure, et surtout en matière de doctrine économique, les biens fonciers qui appartiennent aux dirigeants et pas à la population. Et qui faisait partie, bien sûr, de ces sociétés, comme par hasard, Hitler, où il le précise dans un discours en 1933, seules les élites ont droit de propriété, les biens fonciers leur sont réservés. Ce qui fait, bizarrement, alors là on est dans l'interrogatif, écho à quelque chose de très récent, où vous avez eu Klaus Schwab, le patron du congrès de Davos, qui nous a déclaré « Vous n'aurez rien et vous serez heureux ». Ce qui fait vraiment écho à cette doctrine. Pourquoi faire? Parallèlement à tout ça, vous avez aussi l'enjeu des élections européennes. Donc on a interpellé l'équipe Renew qui a abandonné ce logo en leur demandant mais à quoi correspond ce petit morceau, à quoi correspond cette étoile, pourquoi ce morceau de branche est là-haut, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message pendant les élections européennes? Ils nous ont fait savoir qu'ils avaient abandonné ce projet. Et ça fait quand même un lien assez sympathique avec le logo de la région d'Alsace. Alors, on n'a toujours pas de réponse. Est-ce que c'était une allusion à ça? On ne sait pas. Alors, la polémique serait qu'en fait, on leur a reproché d'avoir pris un peu le logo d'Apple, mais nous, de notre côté, on pense que c'est plutôt autre chose et que, un petit peu comme le TG sur le guide du droit local, peut-être qu'ils sortent un petit peu trop du bois. On n'en saura sans doute jamais rien, peut-être qu'on le saura un jour, on verra. Parallèlement à ça, vous avez quand même de façon sérieuse, et qui rejoint cette volonté de faire bande à part et d'avoir un détachement, en octobre, puis en février, puis encore maintenant, le patron, le président de la collectivité européenne d'Alsace a demandé au président Macron de quand sortira l'Alsace du Grand Est. Il faut savoir que la collectivité européenne d'Alsace, c'est le même coût que le traité de Lisbonne pour la France. Les Alsaciens avaient été consultés en 2013-2014, quelque chose comme ça, sur un référendum régional pour savoir s'ils voulaient avoir cette collectivité. Ils ont dit non. Et par une loi expérimentale de 2019, on leur a imposé cette CEA exigée et voulue par les dirigeants alsaciens. Il faut savoir aussi en droit européen que très récemment, septembre 2023, c'est pas très vieux, il a été mis en place un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier. C'est-à-dire que si vous avez des États qui ont des régions frontalières et que certains droits sont intéressants, on pourra les transférer au nom de ce mécanisme-là en passant outre les règles classiques. Or, depuis 1976, il y a une conférence qui fait relier l'Alsace avec le Baden-Württemberg, voisin du Rhin, du côté Allemagne, et la Suisse alémanique, donc les 3 zones les plus riches de la région, en fait, qui regorgent d'argent à tout niveau. Donc imaginons que ce droit alsacien puisse aller en Allemagne et puis ensuite en Suisse, même si la Suisse fait partie de l'Union européenne, grâce à cette conférence, elle pourrait justifier d'expérimenter ce droit alsacien. L'Union européenne, comme vous le savez, est concurrente du Conseil de l'Europe et de la CEDH. C'est à peu près dans la même période, c'est à peu près les mêmes organes de fonctionnement. C'est une appellation similaire. La seule différence marquante, c'est que donc la CEDH est sur les libertés fondamentales et l'autre, c'est la concurrence pure et simple et du néolibéralisme. Ça a été confirmé aussi par M. Blin en droit international public et conçu par qui?
par Robert Schuman, celui qui a écrit les lois de 1924. Ça se tient quelque peu. Clé juridique centrale dans la construction européenne, c'est la Cour européenne de justice, qui a à peu près les mêmes statuts depuis la CECA, à nouveau conçue par Robert Schuman. Et dès 1963, la Cour considère que le droit communautaire européen s'applique directement aux États membres, donc elle se l'autoproclame, un automatisme unique en son genre dans le droit international public. On peut se poser des questions avec le système de transfert transfrontalier et cette alliance avec l'Allemagne et la Suisse, s'il n'y a pas un danger. Ça, c'est une question qu'on se pose, on y travaille. Et n'oublions pas de la clé de voûte du Concordat, qui permet de légitimer le serment des notaires, qui est une preuve effective que la constitution du Reich de 1871 existe toujours, qu'une source de polémique pour le reste de la France, puisqu'il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État, donc la laïcité n'existe pas en Alsace-Moselle. Et l'article 1 de la Constitution française ne s'applique à aucun niveau, puisque l'Alsace a deux constitutions en système fédéral. Le communautarisme religieux est de mise puisque la laïcité n'existe pas. Le syndrome de l'islam avec la CEA remet en cause quelque peu la logique démocratique. Et les inégalités devant la spoliation potentielle, mais aussi constatée, puisqu'on connaît pas mal de victimes quand même dans cette affaire, eh bien, remet en cause une certaine cohésion sociale dans l'Alsace-Moselle. Et vous savez que, sans avoir été ratifié par le Parlement, le président de la République a validé le traité d'Aix-la-Chapelle en janvier 2019, avec coopération accrue au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, mise en place d'un comité de coopération transfrontalière, on y revient, mise en œuvre conjointe d'un projet de territoire, on y revient, coopération au sein de l'Union européenne. Voilà. J'ai terminé. C'était, ouais, c'est à peu près 3/4 d'heure, 1 heure à chaque fois qu'on s'en est fait. Donc, après avoir digéré rapidement tout ça, ça fait beaucoup. C'est une grosse choucroute, hein. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il faudrait que pour que Jean-Luc puisse vous entendre, via le système de prendre le micro. Attends, 1, 2, 1, 2. Qui marche. 1, 2. Ah, mais c'est normal, je peux l'allumer. Hein? Vous l'allumez. Il y a un petit bout. Là? Oui. Je peux le passer. Mais sinon, je pense pas que la question, ça concerne. Non, mais je voudrais que Jean-Luc t'entende, parce que avec le micro, il va t'entendre, sinon. Sinon, tu peux répondre. Oui, sinon, je. Ouais, alors c'est quoi la question? La question, c'est par rapport au symbole qu'il y a sur le guide là, où est-ce que tu es là. Ouais. Tu as montré à un moment donné une photo du Albi là, au Ghana. Oui, Albi, oui. Et c'est le même symbole du coup ou pas? Non, c'est juste pour montrer que c'est bien un T. Donc, c'est le T gothique. Si on a un doute sur ce qu'est cette lettre, en fait, du TG, du guide de droit local, on regarde la façade du théâtre d'Albi et on voit que c'est la même typographie. Donc, si on a un doute, bon, c'était rigolo, c'était l'anecdote au passage, je veux dire, ce T existe aussi. Non, ça, c'est pas ce que je cherchais en fait. Donc, c'était juste pour confirmer que ce qu'on voit, c'est bien un T, puisque c'est utilisé du côté de Albi pour le théâtre. Quand on ne connaît pas le gothique, ce n'est pas forcément évident de savoir ce que représentait l'être. Et quand on fait une couverture de livre, avec des informations aussi importantes et aussi juridiques, il y a un sens. Ils ont changé la couverture, bien sûr, depuis. Il y a eu 3 autres éditions, et celle-là, ils ne la diffusent plus. Mais on peut bien se demander, si on pouvait retrouver des auteurs de l'époque, pourquoi ils ont mis ces lettres-là et qu'est-ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'il y a une autre trace, un autre sens? Ça interpelle quand même pas mal. C'est une édition de quelle année? Jean-Luc, tu es là? Oui, ce qui est intéressant, c'est que T et G n'ont aucun rapport avec les mots droit. Avec quoi? Lorraine, notaire, ce sont 2 lettres qui sont des intrus.
sur une couverture. Et le mécanisme d'une couverture, c'est d'attirer quand même l'œil de l'acheteur. On nous demande de quelle année il date. C'est 85 ou 92, le livre là? 97. 87, encore plus vieux. Oui, parce que ce qu'on a découvert, c'est que l'association qui régit ça, et qui en plus, sur son bureau, a atterré toutes les prédécisions de justice. Donc une association d'ordre privé traite toutes les décisions de justice des 20% de dossiers qui sont problématiques. Il y a eu des journées portes ouvertes il y a quelques temps au tribunal de Metz, et la directrice du GREC, dans un communiqué de presse, a confirmé que 20% des dossiers concernaient ce droit et ils ne le maîtrisaient pas du tout. Donc pour pouvoir y arriver, il s'adresse à l'Institut du droit local. Sauf qu'il y a une étude, oui, Oui, continue. il y a une étude que Jean-Luc a faite et qui a fait bondir, voire même il y a eu presque des menaces de mort, sérieuses, de la part du président de l'époque, de cette association. Je n'ai pas vu cela quand même. Ouais, il était quand même assez violent, donc on peut l'assimiler à ça. En tout cas, il était extrêmement menaçant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'étude prouve que cette association est totalement illégale. Elle n'a pas été déclarée en bonne et due forme. Et en plus, elle s'est attribuée une mission d'intérêt public de traduction, alors qu'en fait, le document préfectoral est faux, ils l'ont fabriqué. Et le plus terrible, c'est qu'il prépare les décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de tous les tribunaux, Colmar, Mulhouse, Metz, Strasbourg et compagnie, et que même le service du Premier ministre, dans un gros document qu'on a, la documentation française, recommande vivement qu'on s'adresse à cette association auprès des ministères et autres si on a un petit problème avec le droit local alsacien. Donc c'est verrouillé non seulement par les mécanismes que Robert Schuman a mis en place en 1924, non seulement ils ont laissé dégénérer et pourrir la situation, mais en plus aujourd'hui c'est entre les mains d'une équipe qui n'est pas très recommandable. Et le plus terrible, c'est que comme ils se disent structurants, génial, qu'il faut le faire connaître à tout le monde, il n'y a pas de communication. Là, on fait des journées, trois mercredis de suite, le 27 mars, hier et la semaine prochaine. Ce n'est pas diffusé sur Internet, ce n'est pas enregistré, on ne sait pas ce qui s'y est dit. Donc il n'y a pas vraiment de transparence dans la communication. Et donc ça pose question, cette opacité, ça interpelle quand même, alors qu'ils prétendent que ça devrait se généraliser à toute la France. Donc si ça se généralise à toute la France, mettons tout sur la table. Ce qui est intéressant, c'est que le droit local d'Alsace-Moselle n'est plus enseigné depuis 100 ans. Donc il n'y a aucun diplôme, aucun magistrat ne possède de qualification locale. Et inévitablement, pour comprendre ce droit local, il faut se retourner vers ceux qui le connaîtraient. Et ça ne peut être que cette association qui s'appelle Institut du droit local qui donne les renseignements. Ça a été confirmé par le guide de légistique émis par le cabinet du Premier ministre et le Conseil d'État, qui invite donc tous les fonctionnaires qui ont des problèmes de droit local alsacien précédent à se retourner auprès de l'Institut du droit local. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Du plan historique, vous remettez en cause un peu, vous êtes des historiens dans l'histoire ou en droit? Ça vous interpelle ce que j'ai exposé en première partie ou ça vous choque, comme on dit aujourd'hui? Ah, c'est la grande question, Jean-Luc. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Alors, il y a toujours des solutions. Elles peuvent. Leur efficacité est variable. Je pense que, inévitablement, la solution ne peut passer que par l'extérieur, par les autres départements de France. Il est impossible de sensibiliser les Alsaciens à ce problème de droit local, car leur faire comprendre, c'est ça finalement, ils ont un droit issu du Reich qui persiste et qui est contraire à la CEDH. Il faut savoir également
que les dispositions concernant le détenteur des droits n'existent pas, que la HATVP également n'existe pas, ces dispositions, etc., etc. La loi du 17 octobre 1919 dit clairement que pour les lois françaises soient valables, il faut qu'elles soient introduites par des lois spécifiques, je dis bien spécifiques, à l'Alsace-Moselle. Il n'y a eu aucune loi spécifique à l'Alsace-Moselle qui a introduit la législation concernant la CEDH, la ratification de la CEDH, les dispositions concernant le déficit des droits, la HATVP, etc., etc. Alors, expliquer ça aux Alsaciens, c'est leur faire un peu d'insulte. Le danger, c'est que ce droit totalement opaque, vert, risque de se propager à tous les autres départements de France et à l'Europe. Et puis, donc la solution passe par les autres départements. C'est l'information. C'est l'information. Si jamais on a une modification substantielle de la Constitution ou un autre moment constituant et qu'il faudra adopter une Constitution, il faudra que soit bien spécifié ce point que j'ai donné tout à l'heure, à savoir que la France a une seule Constitution sur l'ensemble de son territoire pour écraser les autres. Ça veut dire qu'il y aura un débat aussi pour ne pas non plus perdre les Alsaciens et les Mosellans sur les avantages qu'il y a sur leurs droits spécifiques. Et il va falloir faire. Et le premier de toutes les solutions, la première de toutes les solutions, c'est l'information. C'est pour ça qu'on a mis en place les sentinelles, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais là. Moi, je suis descendant de paysans et de manuels, donc pour moi, ça ne me fait pas peur de travailler, de parcourir la terre et de tourner partout. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse la diffuser dans le maximum d'universités juridiques, et même pourquoi pas d'historiens. Parce que moi, ce qui m'a le plus agréablement, mais quand même pas mal surpris, c'est qu'il n'y a pas un seul professeur à qui j'ai expliqué pourquoi je reprends mes études, et qui ne m'ait pas dit « mais c'est génial parce qu'on en a besoin, on n'y connaît rien ». Et vous avez l'exemple de la laïcité, on sait que la laïcité est attaquée très régulièrement, tout ce qui est problématique avec les religions, quelles qu'elles soient, on peut se douter que dans la tête des dirigeants d'un côté comme de l'autre, des présidents d'associations et de revendicatrices communautaires ou autres, et les dirigeants de l'État, ils peuvent avoir dans un petit coin de leur tête, il ne faudrait pas qu'on sorte l'argument de l'Alsace, parce que ça fait un siècle qu'il y a 3 départements français où on ne respecte pas la laïcité, c'est même institutionnalisé, quoi. Donc, c'est pas simplement une question de choucroute et de bretzel, c'est vraiment quelque chose qui concerne toute la France. Et il y a une grosse interrogation sur le Transborder Open Mechanism. Je rappelle, ça date de septembre 2023, là. Ça vient d'être mis en place. Ça fait une passerelle. Et vous remarquerez les dates, la conférence du Rhin supérieur avec la Suisse alémanique et le Bade-Württemberg, c'est 1976. C'est-à-dire, à un an près, l'annexe du Code de procédure civile français. Tout se passe dans la même période aussi à ce niveau-là. Au moment où vous avez les élections européennes et le cross-border qui se met en place, vous avez l'appel du pied un mois après, au mois d'octobre 2023, sortez le Grand Est, sortez l'Alsace du Grand Est, donnez-nous notre liberté, notre autonomie. Donc ça pose des questions, et c'est des questions pour l'instant qui sont encore sous le tapis, malheureusement. Oui, Jean-Luc. Je dirais, l'élément détonateur, c'est quand même l'absence de signature de plénipotentiaire du traité de Versailles. Qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet de transférer l'Alsace, l'Alsace-Lorraine ou l'Alsace-Moselle, à une organisation privée, puisque dans la foulée, par l'arrangement, toujours conclu avec l'Allemagne, donc il n'existe pas, il n'est pas un État reconnu par la communauté internationale, la France, le Royaume-Uni, la Belgique et les États-Unis confient toujours l'administration et l'organisation judiciaire au pouvoir
de Berlin, ce qui est énorme. On confie les rênes à l'ennemi vaincu. C'est quelque chose de colossal. Alors, quand on confie comme ça les rênes d'un territoire à l'ennemi vaincu, on cherche inévitablement à ce que ça ne se sache pas. Alors, de 1919 à 1940, vous allez avoir les lois budgétaires françaises qui ne s'appliquent pas du tout de la même façon en Alsace-Lorraine. Ce qui signifie que sur les budgets qui ne sont pas applicables en Alsace-Moselle, la France ne peut pas exercer sa souveraineté, selon le principe qui paye à des droits. Ah oui, parce que ça, c'est une autre chose que Jean-Luc a découverte, c'est que pendant les 20 ans de 1919 à 1940, la France, non seulement elle ne gère pas l'administration et le système juridique de la région, mais en plus, elle débloque des budgets pour le fonctionnement. Donc elle contribue indirectement à l'ascension d'Hitler, quelque part. Donc c'est un multiple scandale. En fait, l'enjeu de cette histoire, c'est que, alors il va y avoir une actualité qui va arriver grâce à nous dans pas longtemps, je pense, c'est que en ouvrant cette boîte de Pandore, on va découvrir tout un tas de mensonges et de secrets historiques. Il faut que vous sachiez que dans le drame de Oradour-sur-Glane, il y a eu 11 ou 14 Alsaciens qui ont été brigadiers de force parce qu'ils étaient considérés comme des Allemands. Alors déjà, on peut se demander pourquoi on les considère comme des Allemands, pourquoi les Allemands les ont considérés comme des Allemands. On n'aura pas le temps de tout détailler maintenant, mais par contre, le procès de Bordeaux, qui a eu lieu en 1953, est classé secret défense. Pourquoi un procès serait-il classé secret défense quand on sait malheureusement ce qui s'est passé là-bas et qu'on sait qu'il y avait des Alsaciens concernés? Eh bien, on a demandé la levée du secret de défense et figurez-vous qu'il y a 2 députés qui se bougent, un qui a mobilisé une cinquantaine d'autres et un autre qui a posé une question au gouvernement qui est programmée dans les semaines et mois qui viennent pour demander la levée du secret de défense. Alors, ça va permettre de clarifier, d'honorer la mémoire des Alsaciens d'un côté, mais en fait, la conséquence directe, c'est que ça va obliger à expliquer pourquoi ils étaient allemands, donc pourquoi il y avait des constitutions, pourquoi 1919, pourquoi 1924, etc. etc. On espère qu'on va pouvoir lancer le premier domino qui va faire boule de neige. Voilà. Donc ça peut paraître quelque chose de très loin en distance et dans le temps, du fait d'un droit qui concerne une région qui n'est pas l'Occitanie ni Albi, que c'est des histoires très vieilles qui datent d'il y a plus d'un siècle, mais en fait, ça a des conséquences encore aujourd'hui, et ça peut avoir d'autres conséquences inattendues encore aujourd'hui. Sachant que, comme dans le droit international public, enfin même le droit international, les traités n'ont pas de période de prescription. Vous pouvez ressortir un traité il y a 200 ans et le rediscuter, sauf si bien sûr il y a des clauses qui ont prévu de le rendre caduc ou autre, mais ça ce sont des cas particuliers. Mais le traité de l'arrangement, le traité de Versailles, tous ces textes-là, eux, ils sont atemporels, quoi. Et ils pourraient être remis en cause pour X raisons à tel ou tel moment. Donc ça concerne vraiment... Et en plus, vous voyez que l'histoire des drapeaux, c'est pas anodin avec la Pologne et Monaco. C'est que si l'Alsace, qui fait partie du trio du traité de Versailles, entre guillemets, saute dans son existence internationale, vous voyez la crise politique et diplomatique avec la Pologne et Monaco, qui, comme par hasard, la Pologne a été le premier pays envahi après les Sudètes par Hitler. Je rajoute quelque chose. Le traité de Versailles crée l'État de Pologne. Mais quelle valeur de cette création lorsqu'on sait que les plénipotentiaires n'ont pas le pouvoir de signer, les pseudo-plénipotentiaires n'ont pas le pouvoir de signer. Ça peut être une crise politique internationale assez grave. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On s'en arrête là. Au compte-gouttes, il y en a qui sont sortis. Voilà, je vous remercie. Sachez qu'on va avoir un numéro spécial dans un magazine national au mois de juillet-août qui va faire une quinzaine de pages, le magazine indépendant Nexus.
J'ai des vieux amis qui m'ont donné leur carnet d'adresse de tous les médias nationaux pour qu'on puisse les appeler et les solliciter, notamment au travers de l'affaire d'Oradour. Les vidéos seront mises en ligne, je le ferai savoir sur le Moodle, par où est-ce qu'on peut revoir les vidéos, sur la Concorde TV, qui est un média citoyen qu'on a créé, qui nous sert de plateforme de repère. Si on veut les PowerPoint à jour, on les mettra aussi à disposition. Et puis, si certains veulent participer ou avoir un œil sur la rédaction des articles, vous êtes les bienvenus, sachant qu'on doit tout boucler entre le 10 et le 15 avril et on se réunit tous les lundis en visioconférence. Et à terme, je souhaiterais vraiment pouvoir mettre en place des masterclass pour que les élèves s'approprient le projet, et en France, je veux dire, masterclass en visio, pour que cette conférence soit connue, reprise, travaillée et diffusée au maximum par les élèves pour pouvoir répondre aux questions de droit qui se posent à terme. Voilà. Ben, merci beaucoup pour l'écoute et puis bonne continuation. Merci. Merci à vous. Au revoir, Jean-Luc. Merci. À plus. Ciao, ciao.